Bonjour Georges Bastien, merci d'avoir accepté. On va parler aujourd'hui de votre métier d'intervenant spirituel. En quoi ça consiste au juste? Comment vous êtes arrivé là? OK. D'abord, aujourd'hui, ils disent intervenant en soins spirituels. En soins spirituels. Okay. On peut faire la distinction qui est un peu dans tout le cheminement de l'ancien aumônier. Ça passait à un moment donné par les animateurs de pastoral, puis là, avec la laïcisation, c'est devenu officiellement intervenant en soins spirituels. Okay. Je pense que la raison principale, c'est parce que tout le monde a une dimension spirituelle, mais c'est pas tout le monde qui est religieux. Puis on peut avoir une dimension spirituelle en être conscient ou inconscient. Alors, moi, j'aime résumer et dire qu'on est là pour être avec les personnes sur le plan humain, spirituel et ou religieux, dépendant de leur réalité. Comment je suis arrivé là? Oui. C'est une longue histoire. On a du temps. Ça peut être tricoté, on peut mélanger expérience de vie puis là, études, parce que pour moi, l'expérience personnelle puis l'expérience professionnelle, c'est interrelié. Oui. Comme la personne. Moi, je crois que nos émotions, nos pensées puis notre corps, ça fait un. C'est nous autres qui les divisent pour mieux se comprendre. Mais quand je contemple mes petits bébés en néonatologie, les autres, ils sont un. Alors, vous en parlez d'ailleurs dans le livre que vous venez de sortir. Soins spirituels, c'est d'ailleurs le titre. Oui, oui. D'ailleurs, intéressant parce que moi, mon titre original, c'était les 3 mots qui sont devenus au 3e chapitre, ce qui résume ce que je fais, qui est accueillir, discerner, aimer. Puis après ça, je dis le plus bel emploi de l'hôpital. Non, le plus bel emploi, oui, c'est ça, le plus bel emploi de l'hôpital. Accueillir, discerner, aimer. Accueillir la réalité, okay. C'est discerner en quoi ça consiste, apprivoiser la personne, être avec. Puis finalement, aimer pour savoir quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire, comment être. Des fois, la lumière du cœur voit plus clairement que la lumière de la raison qui découpe les choses. Des fois, qui nous empêche des fois d'agir ou de juste être confortable dans l'être avec. Mais vous développer un peu ces 3 dimensions-là dans votre métier, comment vous l'exercez? On est curieux de savoir. Okay. Ça ressemble peut-être un peu au métier de père aidant, c'est pas la même chose, mais vous avez aussi la santé mentale. Comme exemple, des fois, il y a un cas qui va discuter en réunion interdisciplinaire, puis c'est attribué à moi. Puis des fois, il y a des personnes qui me disent par après, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire, je vais commencer par rencontrer la personne, puis je vais jamais regarder les notes avant, je vais d'abord rencontrer une personne. Je faisais ça aussi quand je travaillais en psychiatrie communautaire aussi. Puis après, si je voulais clarifier des choses, je peux regarder ou demander, tout ça. Là. Alors pour moi, c'est là, accueillir la réalité. Mais d'où ça vient, ça? Accueillir la réalité, ça vient de... Pour moi, la plus belle définition de la santé mentale, c'est l'accueil de la réalité. Pas celle qu'on aimerait avoir, celle qu'on a déjà eue, celle qu'on va peut-être avoir, mais celle qui nous touche à chaque instant. Puis je pense que notre santé mentale, elle est proportionnelle à notre capacité d'accueillir la réalité. Alors, dans l'intervention, accueillir la réalité, c'est accueillir la réalité de l'autre. Mais comme je suis en interaction avec, en relation, moi aussi, je peux sentir des choses, mais aussi, il faut que je les accueille, sans les juger, pour qu'on s'apprivoise. Hein? Apprivoiser la personne, apprendre à la connaître, apprivoiser moi avec cette personne-là, respecter son contenu. Puis là, avec ça, tu discernes. Tu discernes, mais c'est quoi les besoins, puis souvent, quels sont les désirs en dessous des besoins, qui sont encore plus profonds, puis qu'ils ne se voient pas nécessairement tout de suite, mais qu'ils vont se voir plus tard dans la relation. Puis finalement, le plan de soins, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, des fois, ça peut être clair. D'autres fois, non. Ça demande d'autres rencontres où on découvre, on continue toujours. Alors, on découpe les choses, hein, accueillir, discerner, aimer, mais c'est un processus. Hein, c'est continu. Hein, à chaque moment, à chaque nouvelle rencontre, c'est un nouvel accueil. Hein, il y a des choses qui ont changé. Hein, même, tu peux percevoir des changements juste depuis la rencontre. Des choses partagées qui ont fait du chemin de part et d'autre. Hein, souvent, quand j'ai terminé avec une famille qui vont voir leur congé, ils me remercient, puis j'ai dit, moi aussi, je vous remercie parce que j'ai dit, c'est pas à sens unique ce qui se passe dans la relation. Donc, les familles, peut-être rappeler que là, vous travaillez à Sainte-Justine. Oui, moi, je travaille surtout en néonatologie
et en éthique clinique pour des consultations. La néonatologie, c'est une unité où il y a 80 incubateurs pour les bébés prématurés qui sont ou très malades, mais en fait, ou les deux. Puis, je travaille surtout avec les familles. Mais même là, quand je rentre dans une chambre, même si c'est une famille, je m'en vais tout de suite à l'incubateur. Puis, je vais rencontrer le petit. Un petit maître. Pour moi, je les trouve très spirituels. Puis, je les considère comme des petits maîtres. Parce que quand je les regarde, je ne me donne pas le droit d'aller dans le passé ou le futur. Je veux simplement les aimer. Puis si je fais ça, puis les parents voient ça, les parents, ils voient comment on est avec leur enfant. Ils apprennent de ça. Ils apprennent de comment on est, sans même dire un mot. Puis je vois les parents, ils me partagent comment, c'est qui leur infirmière préférée ou médecin préféré, mais c'est ceux qui s'adressent à leur enfant, qui leur parlent. Puis moi, je pense que ces enfants-là, ils ont quelque chose, des fois, qu'on a perdu, hein, cette espèce d'unité. Hein, eux autres, ils ne regrettent rien, puis ils ne s'inquiètent pas. Hein, ils sont là. Ils sont simplement là pour être aimés. Ils ne savent pas, mais leur être le sait naturellement. J'ose même dire des fois qu'ils sont en pleine conscience sans être conscients. Même si ça ne fait pas de sens, mais des fois, pour dire quelque chose, les mots n'ont pas assez de sens. Mais on se comprend. Ça ne doit pas toujours être facile. Les petits bébés, des fois, qui ne survivent pas nécessairement à ces situations-là. Non. Avant, les bébés très prématurés mouraient tous. Aujourd'hui, il y en a qui survivent de plus en plus. Puis, les parents, bien, souvent aussi, ça arrive souvent, c'est leur premier enfant. Puis, juste avoir un enfant, c'est déjà un changement incroyable dans la vie. Un changement un bébé qui est prématuré, puis qui est malade, puis qui souvent au début aux soins intensifs de la néonatologie passe un jour d'être sur le bord de la mort, de tenir par un fil, à un autre jour de se stabiliser. Puis le terme qu'on emploie, c'est les montagnes russes. Puis les parents, ils vivent ça beaucoup. Puis au début, les bébés sont branchés sur un appareil qui mesure leurs signes vitaux, qui sonne souvent. Puis les parents, ils regardent toujours ça. Puis quand je vois qu'il y a des parents qui sont comme plus anxieux que d'autres, je leur demande, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites quand ça sonne? Ben, ils me disent, on regarde. Puis je dis, après, qu'est-ce que vous faites? Ben, on devient l'enfant. Ben, j'ai dit, ça c'est comme la méditation. La méditation pleine conscience. Il y a des gens qui s'imaginent si être dans un état de nirvana. Ça peut être donné, mais la plupart du temps, c'est simplement d'être conscient, d'être attentif dans le moment présent. Puis lorsqu'on se rend compte qu'on n'est plus là, bien, on revient. Hein? Tu regardes le cadran, puis après ça, tu reviens à ton enfant. Tu te sens anxieux, tu le reconnais, tu ne le nies pas, mais là, tu reviens à ton enfant. Okay. Puis là, bien, par la fin même, graduellement, ça les aide à... Mais c'est toujours à recommencer. Simplicité n'égale pas facilité, mais raison de plus de ne pas compliquer les choses. Hein? Souvent, les gens compliquent tellement les choses qu'on donne quasiment une excuse aux gens de ne pas comprendre, mais c'est tellement compliqué. D'ailleurs, Einstein, il disait, puis ça, je l'admire pour ça, que si on n'est pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est parce qu'on ne le comprend pas. Des fois, on se fait accroire. La pleine conscience, dans l'exercice de votre métier, ça ne doit pas toujours être facile, au plan émotif, voir des gens inquiets qui se fient sur vous pour les rassurer. Ça présuppose que tu le vis toi-même. Puis moi aussi, j'ai même une nature qui est anxieuse. Hein? Comme là, aujourd'hui, là, je n'en reviens pas comment à date, ça va bien. Mais avant, quand j'avais une conférence à donner ou quelque chose, je n'étais pas capable de manger pendant 24 heures. J'étais incapable. Puis, ben, j'ai appris à accueillir comment je me sens, me sentir bien dans mon impuissance. Puis ça m'a permis de me rendre compte aussi que la plupart des gens vivent de l'impuissance. C'est probablement l'ingrédient qui est le plus partagé dans une unité de soins. Alors, au lieu de quelque chose qui nous sépare, c'est quelque chose qui peut nous unifier, qui peut nous aider à mieux comprendre l'autre. Hein? Souvent, quand on est avec quelqu'un et on ressent des choses, il y a des bonnes chances que cette personne-là aussi ressent quelque chose de semblable. Alors, c'est quoi la première chose à faire? C'est d'essayer d'être confortable avec.
Puis si tu es confortable avec, la personne va le sentir. Puis par le fait même, ben, ça va l'aider aussi. Un peu comme une personne qui a une désordre de personnalité, qui ne sont pas capables de mettre leurs limites. Il faut être capable de mettre nos limites très claires. Puis par le fait même, on les sécurise. Parce que mettant nos limites les aide à mettre des limites. Un exemple. Un exemple, il y avait une maman en néonatologie qui, tu sais, au début, les parents, ils trouvent ça drôle qu'ils ont juste droit à 4 visiteurs en néonatologie. C'est limité à 4. Mais ça ne prend pas de temps qu'ils sont contents, finalement, qu'il y a juste 4 personnes parce qu'ils réalisent que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Les gens, ils comparent toujours un bébé à un bébé normal. Mais un bébé prématuré, là, 23 semaines, 24 semaines, 25 semaines, il n'est même pas à terme encore. Alors, ce n'est pas les mêmes mesures. Tu sais, mon enfant, quand il est né, après 1 mois, il faisait ça. Mais celui-là, il n'est même pas à terme, des fois, après 1 mois. Alors là, ça devient trop compliqué. Puis là, il y avait une maman qui me parlait de sa sœur qui avait une maladie pas bipolaire, des ordres de personnalité, puis qui voulait l'aider, mais elle trouvait ça épuisant, puis souvent, elle était en colère avec, puis tout ça, là. Ben, j'ai dit, c'est parce que tu t'en vas trop loin, puis à un moment donné, t'en peux plus. J'ai dit, il faut que tu apprennes à mettre tes limites avec elle. Puis, mais ça, très clair. Puis des fois, là, qu'est-ce qui aide, c'est de dire, regarde, moi, je me sens fatigué, je vis beaucoup de choses, puis là, je suis plus capable de durer. Alors, c'est plus sur elle, c'est sur toi. Mais tu as mis ta limite. Puis par le fait même, ça la sécurise. Puis d'ailleurs, c'est drôle, j'ai rencontré dernièrement cette maman. J'ai dit, puis comment ça va que ça fait? Elle dit, ça va beaucoup mieux. Elle dit, je mets mes limites, puis je dis, elle se sent tellement bien. Parce que si tu es bien, l'autre, c'est un reflet. Pour moi, là, tout se passe, ou beaucoup se passe dans la relation. C'est le lieu. Ça prend du temps quand même. On parlait d'apprivoisement tout à l'heure. Ça prend une suite de rencontres. Oui, des fois, ça peut être rapide, puis d'autres fois, ça peut être une suite de rencontres. Ou si je te donne un exemple où des fois, tu n'as pas trop le luxe du temps. Hein? Je pense dans le livre, j'en parle d'un jeune de 22 ans qui souffrait de schizophrénie, qui habitait dans un hôtel en bas de la ville, puis il fallait que j'aille évaluer ses besoins. On avait reçu la référence de l'hôpital. Puis quand je suis arrivé, la porte était entrouverte. Puis là, j'ai cogné. Puis il dit « Come in, but crawl ». Rentre, mais rampe. Alors je rentre, je ferme la porte, je me mets à 4 pattes, puis je m'en vais le rejoindre par terre. Puis là, je sais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Puis au bout de 3/4 d'heure, j'ai dit Andrew, pourquoi on est par terre? Ben, il dit, tu vois pas l'hélice qui tourne? J'ai dit, non, je vois pas l'hélice qui tourne, mais j'ai dit, je crois que toi, tu le vois, puis je te remercie de m'avoir averti. Puis je continue à y parler pendant une vingtaine de minutes. Puis au bout de 20 minutes, j'ai dit, Andrew, autant que tu es sûr qu'il y a une hélice qui tourne, moi, je me sens confortable de me lever parce que je le vois pas, puis je pense pas qu'il y en a. C'est pas ma réalité. Alors, je me lève. 2-3 minutes après, il s'est levé. Sa psychose a baissé momentanément, assez pour se lever, puis on a pu aller réajuster sa médication à l'hôpital parce qu'il l'avait laissé. Alors, ça, c'est un exemple d'apprivoisement rapide, circonscrit, où on n'a pas le luxe du temps. Quand même, ça a duré 1 heure, tout ça? Là. Oui, ça a duré 1 heure. Mais une autre fois, là, puis dans le livre aussi, j'en parle justement, là, on parlait du PPR au début. Le PPR. Qu'est-ce que le PPR? Oui, un jour, une infirmière en psychiatrie me dit c'est quoi ça du PPR? Alors j'ai dit tu lis mes notes? J'ai dit du PPR, c'est le petit prince et le renard. J'ai dit c'est l'apprivoisement. Puis on a parlé. Puis, quelques semaines après, on était sur l'unité, puis elle dit pourrais-tu aller voir un tel? Il a besoin de PPR. Lui, la première fois, ça a été cogné sur ça. Parce qu'il ne sortait pas de sa chambre. Même il mangeait dans sa chambre, il ne voulait pas. Je cogne sur sa porte, pas de réponse. Le lendemain, je reviens, je cogne sur sa porte. Il dit, c'est qui? Pas de réponse. Je reviens le lendemain. Puis j'ai dit, hier, quand j'ai cogné, tu me dis, c'est qui? J'ai dit, c'est Georges. Puis je suis parti. Je reviens le lendemain. Il ouvre la porte, il me regarde. Là, puis plus tard, là, quand on était apprivoisés, il m'a fait rentrer, il m'a raconté ce qu'il faisait, tout ça. Là. Mais
il sortait de sa chambre, puis il allait demander au poste quand est-ce que je venais. Tu sais, parce qu'il a été rencontré dans sa relation. Ou le jeune Inuit, qui souffrait aussi de la même maladie, qui est devenu très violent suite à un viol collectif de son épouse. Puis que les Inuits, lorsqu'ils ont besoin d'être hospitalisés, c'est à Notre-Dame. Puis je m'en vais le rencontrer, puis il me raconte son histoire. Puis au bout de 55 minutes, puis il va commencer de quand il était bébé, puis qu'il était il tenait dans ses bras, il était dans les bras du sorcier du village, qui avait mis tous les sorts sur lui. Puis là, j'ai dit, au bout de 55 minutes, j'ai dit, as-tu la chance de raconter ton histoire depuis que tu es ici? Il dit, jamais au complet. Je dis, ben continue. Puis à un moment donné, il y a eu une fin à son histoire. Puis tout faisait du sens. Là, j'ai compris pourquoi il parlait de l'Inuit, puis jusque-là. Puis, après ça, ben, on s'est vu graduellement, puis graduellement, il est arrivé à pardonner à ses agresseurs, puis par le fait même, ben, lui, il se sentait bien. Puis à un moment donné, ben, il est sorti. Puis, dans la relation, encore. Aussi l'importance de raconter, d'écouter l'histoire jusqu'à la fin. Ben oui, ben oui. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de c'est quoi le mot technique qu'on dit dans l'histoire? La médecine narrative. Oui, oui, la médecine narrative. Bon, mais, tu vois, là, c'est toutes des choses aussi où tu gagnes un respect aussi du monde médical, parce que c'est vraiment dans la relation, puis sans agenda. Hein. Pour moi, s'il y a une chose que je retiens de mes 2 stages que j'ai faits, c'est pas d'agenda. Tu arrives, tu n'as pas d'agenda. Tu te prépares, mais tu n'es pas c'est ça. Tu ne prends pas de notes en même temps qu'avec la personne. Puis avant, avec la personne. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. C'est quoi les 2 stages? Pour devenir intervenant en soins. D'abord, pourquoi je suis. Plus bas, tu me demandais pourquoi je suis devenu intervenant en soins spirituels. Quand j'étais jeune, au cours primaire, j'avais un désir de devenir missionnaire, un jésuite. Hein, les Saint-Martyrs canadiens étaient comme mes héros. Puis, j'étais parti un peu dans ce sens-là. Puis, comme beaucoup de gens de mon âge, je pouvais servir à la messe, etc. Mais à un moment donné, à l'âge de 12 ans, j'ai perdu la foi. J'ai tout mis ça de côté. Puis, j'ai réalisé, après que ce que j'ai mis de côté, je me suis mis à le rechercher à travers la philosophie, à travers la nature, dans les arts. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé la foi à l'âge de 30 ans, de 20 ans, suite à une fois que je pleurais à cause de la séparation de mes parents. J'ai comme dit, pourquoi? Puis, à un moment donné, ben, toutes les affaires du passé étaient revenues, puis en tout cas, c'est là au cheminement. Puis, j'ai passé aussi à une vocation. Puis, à un moment donné, ben, j'ai réalisé que c'était pas ma place. Moi, je voulais me marier. Puis, aujourd'hui, je suis marié. Ça fait 34 ans, j'ai 2 enfants. Même ma fille, la semaine passée, a dit qu'elle était 7 semaines enceinte. Alors, tantôt, on parlait de retraite. Il y a comme beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Puis là, ben, comment je suis arrivé dans le domaine de la santé mentale? Ben, il y avait, dans la famille, il y avait quelqu'un qui souffrait de troubles schizoaffectifs. Puis que je cherchais, qui était à Pinel. Parce qu'il avait besoin d'une structure comme ça, mais qui arrivait à sortir. Puis là, je voulais connaître les ressources, les hébergements qui existent dans la communauté. Alors, je suis allé à la Maison des Étapes, Forward House. Puis j'ai rencontré un intervenant, puis il m'a parlé de la Maison des Étapes, tout ça. Puis j'ai vu ça, puis j'ai dit, c'est intéressant, mais j'ai dit, non, c'est pas assez structuré pour mon beau-frère. Puis là, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je venais de terminer. Ben, moi, j'arrivais du Moyen-Orient, j'avais été, suite à une recherche pensant que je voulais devenir missionnaire. Puis là, quand je suis devenu, ben, à peu près à cette époque-là, puis je dis, ben là, je suis un peu à la recherche d'emploi. Il dit, veux-tu rencontrer mon patron? Alors, je rencontre son patron. Puis il me dit, intéressant, il dit, mais j'ai rien pour le même, il dit, mais je vais t'appeler quand je vais avoir quelque chose. Quelques mois après, il m'appelle, puis il y avait un emploi qu'il voulait, comme intervenant en soins, suivi longtemps dans la communauté, l'ancêtre du CIM. Puis j'ai dit, ben je peux pas, j'ai dit, je viens d'engager dans une école un remplacement d'un congé de maladie, pas de maladie, lapsus, congé de maternité.
Puis j'ai dit, j'ai commencé, puis je ne veux pas laisser les étudiants en cours d'année. J'ai dit, c'est dur pour... Puis c'était des enfants handicapés. Puis j'ai dit de laisser. Alors, il dit, quand tu auras fini, il dit, appelle-moi. Quand j'ai fini, je l'appelle. J'ai dit, bon, j'ai terminé. Il dit, combien de temps de vacances que tu veux? Ben, j'ai dit 2 semaines. Bon, il dit, dans 2 semaines, il dit, je crée un poste pour toi. Ah. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé mentale. C'était plus avant des connaissances d'amis, mais je ne savais pas c'était quoi. Je sentais la souffrance, je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis en cherchant quelque chose pour quelqu'un, c'est comme ça que je suis tombé dans le domaine de la santé mentale. Puis après 2 ans, on m'a demandé si je voulais être directeur d'un organisme. Alors, je suis devenu directeur d'un organisme. Puis là, 20 ans plus tard, je ne voulais plus faire de gestion. Je voulais retourner à la clinique, puis je voulais la dimension spirituelle. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que ça prenait pour faire ça. Puis, j'ai compris que dans les hôpitaux universitaires, ils demandaient une maîtrise en théologie pratique, option santé, spiritualité et bioéthique. Alors, à 55 ans, je suis allé faire ça. Tantôt, on parlait de l'AISC. L'AISC, c'est eux autres qui chapeautent l'encadrement pour ça, là. L'AISC, ça veut dire Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec. Okay. Ils sont associés à le pendant canadien, qui est casque canadienne. C'est ça. Puis, c'est ça. Tu me demandais où tu as fait tes stages tantôt. Oui, c'est ça. Les cours je donnais à l'Université de Montréal. Puis moi, comme je suis un homme assez pratique, dans ce temps-là, tu avais le choix entre une maîtrise avec 2 stages ou un stage puis une mémoire. Moi, j'ai jamais aimé les études. J'ai découvert pourquoi, à 62 ans, j'avais un déficit d'attention. Alors, c'est pour ça que j'aime tellement le one-on-one. Ça m'aide. Puis, les stages se donnaient à McGill. Parce que le superviseur, ça se donnait que lui, il était le chef des soins spirituels à McGill. T'en as qui peuvent être à Sherbrooke, ailleurs. Ça se donnait que... Alors, j'ai fait un premier stage en médecine. Puis, mon deuxième stage, j'ai demandé de le faire en psychiatrie. Ils n'ont jamais eu des stagiaires en psychiatrie. Mais je connaissais le chef de l'hôpital de jour, puis, parce qu'il était le président de notre CA. Puis, il m'a fait confiance. Alors, j'ai un peu comme défriché ça là-bas. J'ai beaucoup aimé. Puis, j'avais des gens que j'aidais, qui avaient une composante spirituelle ou religieuse. Puis depuis ce temps-là, il y a toujours quelqu'un qui va là-bas. C'est ouvert aux intervenants en soins spirituels, puis tout ça. Alors, j'étais bien content. Puis, j'ai été engagé dans ma deuxième année au CHUM en tant qu'intervenant en soins spirituels, 3 jours par semaine. Ça me permettait de continuer ma maîtrise. Puis là, quand j'ai eu fini, on m'a offert 5 jours. Mais j'ai accepté 4 parce que je voulais continuer de suivre les gens que j'avais déjà un lien dans la communauté. J'ai continué mes visites à domicile d'une dizaine de personnes, mes bénévoles. Puis, quand j'ai commencé à l'hôpital Sainte-Justine, après 5 ans au CHUM, la première année, j'avais besoin de dormir 1 heure de plus à cause de toute l'émotion avec les familles, avec leurs souffrances, puis les enfants. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent travailler avec les enfants parce que c'est dur. Puis, c'est dur, pourquoi? Parce que... les émotions, la charge, puis les décès, les maladies. C'est comme quand ton enfant meurt, il n'y a même pas de mots. Hein? Quand tu perds tes parents, tu es un orphelin. Quand tu perds ton conjoint, tu es un veuf ou une veuve. Il n'y a même pas de mots pour quand tu perds un enfant parce que ça ne rentre pas dans la nature des choses. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est juste ça. Sans dire rien, ça dit quelque chose. Il y en a des gens qui essayent de donner un nom. Je suis contre. Moi, je trouve que ça dit plus qu'il n'y a pas de nom pour ça. Hein, souvent, le silence parle bien plus qu'un mot. Parce que je trouve que tu mets un mot, c'est limité. Hein, c'est pour ça que, exemple, en santé mentale, rétablissement ne donne pas la même chose que recovery. Il manque quelque chose, mais c'est le plus proche. Hein? Empowerment, appropriation. Puis l'autre fois, c'est en français qu'il y a un meilleur mot, hein? Comme quand les Anglais disent je ne sais trop quoi. Hein,
J'ai eu la chance, moi, d'être bilingue, d'avoir une mère anglaise puis un père français. D'ailleurs, mon nom, c'est George, il n'y a pas d'S. Bastien. Alors, ça me permet de... Ça m'a toujours permis de choisir mes travaux, mon travail, anglais ou français ou franglais. Mais si on revient à la formation, ça a quand même une maîtrise en théologie, c'est assez poussé. Oui, puis le prérequis, c'est d'avoir 27 crédits en théologie ou sciences religieuses, l'équivalent que j'avais déjà, parce que c'était des intérêts que j'avais dans le temps. Parce qu'on pense qu'il faut pouvoir rencontrer l'autre personne par rapport à ses référents religieux, culturels, même si c'est des gens qui n'ont pas la même pratique religieuse ou qui n'en ont pas. Oui, comme entre autres, il y a un cours sur les différentes religions. Oui. Mais là encore, tu sais, des fois, on m'a déjà demandé à une ressource d'aller donner une formation sur les différents rites de fin de vie des différentes religions. J'avais 2 heures pour ça. Puis on m'a même donné un titre. Mais j'ai ajouté un sous-titre au titre parce que je voulais pas que les gens mettent les gens dans des cases. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire en 2 heures? Puis même quelqu'un d'une même religion le vit différemment, a des perceptions puis un vécu différent. Alors moi, je mets le focus sur qu'est-ce qu'on a en commun, toute notre humanité. Hein? Peu importe notre culture, notre spiritualité, nos croyances, notre religion, on est tous des êtres humains. Puis on a bien plus... D'ailleurs, moi, j'ai appris ça en psychiatrie. C'est ça que j'allais dire. Hein? J'ai appris ça en psychiatrie. J'ai vu qu'il y a des gens, des fois, qui se cachent derrière le diagnostic pour garder une distance avec la personne. Mais moi, je rentre en relation avec toute la personne. Son diagnostic, c'est la seule chose qui nous différencie. Puis là encore. Hein? Alors, c'est ça. Je sais pas si... Ce qui nous amène un peu sur le terrain, l'approche globale. Oui. On parle beaucoup de médecine personnalisée, patient-centered care, tout ça. Oui, parce que quand une personne a plusieurs dimensions, hein, on entend plus parler du biopsychosocial, mais et spirituel, j'ajoute toujours et spirituel. Puis le spirituel, il y en a qui peuvent même être religieux. D'ailleurs, j'ai déjà demandé à un chef de psychiatrie d'un hôpital anglophone pourquoi ils ne tiennent pas compte de la dimension spirituelle des gens, par exemple à l'urgence, quand ils arrivent en psychiatrie. Puis il dit « practitioner's anxiety ». On ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si on en tenait compte? Ça se fait bien, exemple, quand j'ai travaillé à Notre-Dame en psychiatrie, d'ailleurs, j'avais été engagé à cause de mon expérience en psychiatrie. Puis on m'a accordé 2 jours mon chef de service pour la psychiatrie. Là aussi, il fallait que j'apprivoise. Au début, les portes étaient plus fermées. On disait que c'est juste sur demande. Puis, moi, j'ai demandé d'aller de ma manière. Mais chef de service, souvent, le côté francophone est plus hiérarchique. Ça marche. Anglophone est plus... community. Oui, c'est ça. Parce que même... Ouais, je n'irai pas là-dedans. Puis, quand j'ai eu fini ma maîtrise, on m'offrait quelque chose à l'OUIH, puis à St. Mary's. Alors, j'ai dit à mon chef de service, est-ce que je peux aller de ma manière? Sinon, je m'en vais ailleurs. Puis il a dit oui. Au bout de 6 mois, j'avais la clé de la psychiatrie. Je pouvais rentrer. Je n'étais pas obligé de sonner pour rentrer. Je rentrais moi-même, j'avais besoin d'un bureau. L'apprivoisement, ça se fait à tous les niveaux, l'apprivoisement. Ça se fait aussi avec les gens qu'on travaille. Ça se fait aussi avec les cadres, avec tout le système. Ça ne doit pas être évident, ça, justement, avec des gens qui doivent se demander... intervenant en soins spirituels. Ben oui, puis surtout au Québec. En 2018, là. Oui, surtout au Québec, où après la Révolution tranquille, bien des gens ont jeté le bébé avec l'eau sale. Ils ont tout mis en dessous du tapis, mais ils n'ont rien réglé. D'ailleurs, à tous les jours, ou toutes les semaines, je rencontre des gens qui se disent non-croyants, tout ça, puis tu vois leur valeur profonde quand ils sont à proximité de la mort. D'ailleurs, Kubler-Ross, elle a dit qu'elle n'a jamais vu un athée mourant. Qui ça? Elizabeth Kubler-Ross, tu sais, qui a sorti les 5 étapes là, de la fin de vie, là, tu sais. Colère, déni, etc. Puis, qu'est-ce qu'elle disait? Non, qu'elle disait ça? Non, qu'elle n'a jamais rencontré un athée mourant. Ah, OK. Juste à la fin, juste avant de mourir. Okay. Ça veut dire que... Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants. Mais minimalement à quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être l'amour.
Mais ça, auprès des autres professionnels, des fois, ils doivent sourciller un petit peu. Ben, tu sais, un moment donné, j'avais créé une fondation là, avec d'autres personnes qui on tenait compte de la santé mentale et de la spiritualité. Je me souviens au premier colloque, la première réaction des gens, qui étaient tous des professionnels, des hôpitaux et tout ça, là, ils pensaient qu'ils étaient tout seuls. Ils se rendaient compte qu'ils étaient plusieurs personnes, mais ils cachaient leur dimension spirituelle ou religieuse. Puis quand je travaillais à Notre-Dame, puis je rencontrais quelqu'un, je faisais une démarche avec, je me rendais compte qu'il y avait eu un très bon suivi sur le plan psychosocial, médical, tout ça, là. Mais son côté spirituel n'avait pas touché. Alors quand il sortait, puis les symptômes revenaient, bien, absolument, c'était le côté religieux qui devenait malade. Alors, je regardais la liste des gens qui étaient à l'urgence en psychiatrie en Notre-Dame. Quand je voyais quelqu'un que je connaissais, j'allais le voir là. Puis la plupart du temps, il n'était pas hospitalisé. Je m'adressais tout de suite à cette dimension-là, qui était devenue malade. Ouais. Quelqu'un peut s'imaginer que... prends le gars c'est un exemple que j'ai dans le livre. Une personne qui avait un rituel. Il avait une maladie bipolaire, il habitait dans un foyer de groupe, une famille d'accueil, on dit. Ça change tellement de nom. Des fois, Puis, un moment donné, il y avait un rituel qu'il faisait tous les jours. Puis un jour, parce qu'il commençait à être en manie, puis il a inversé son rituel parce qu'il était fâché contre Dieu. Puis, suite à ça, il y a eu un épisode un seizure, épileptique, en tout cas. Une crise d'épilepsie. En tout cas, mais c'est moindre que l'épilepsie. Ouais, en tout cas, alors il a été hospitalisé en neuro. Oui. Puis avant même que quelqu'un, les autres soignants le rencontrent, j'avais eu un appel d'une fille qui habitait à sa famille d'accueil, qui l'aimait. Puis elle m'a dit, peux-tu aller le voir? Alors j'ai dit oui. Alors je m'en vais à sa chambre, puis je prends quelques minutes, je reste dans la porte, puis je l'observe. Il était couché droit sur le dos avec des couvertures jusque-là. Finalement, je m'approche de lui, puis je me présente, puis il dit « Ah, ben, il n'y a rien à faire avec moi, j'ai fait le péché contre le Saint-Esprit. » Puis il se couvre la tête. Alors, j'ai dit « Je comprends. » J'ai dit « Je sais c'est quoi. » J'ai dit « La seule raison pourquoi je suis ici, c'est parce que quelqu'un de la maison où tu habites, qui t'aime, m'a demandé de venir te voir. » Il a baissé ça. Alors là, j'ai vu qu'il répondait à l'amour. Alors j'ai dit « Bon, je vais revenir te voir. » Puis graduellement, on est arrivé à un point. J'arrive à un point d'expliquer que le péché contre le Saint-Esprit, qui textuellement, c'est marqué le seul péché qui n'est pas pardonnable. Ben, j'ai dit, ça veut dire tout simplement, j'ai dit que si tu crois que tu es non pardonnable, comment peux-tu être pardonné? Comment quelqu'un peut aimer quelqu'un si tu ne te laisses pas aimer? Dans une relation, ça prend les deux. Hein? Un cadeau, c'est un cadeau si tu l'acceptes. Si la personne ne le prend pas, il n'y a pas de cadeau. Hein, c'est l'objet. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis à un moment donné, ben, comme il n'est pas là, puis finalement, après qu'ils ont investigué qu'il n'y avait pas de problème neurologique, il a été transféré en psychiatrie. Puis on continue à le voir, tout ça. Puis le jour de son congé, je me souviens, là, il était là, puis il dit, maintenant, je sais que Dieu est plus grand que ma faute. Tu sais, tu peux analyser ça d'une façon psychologique, religieuse, mais c'est le même fond. Mais lui, s'il le vit en des termes religieux, ben c'est dans ces termes-là qu'il va le comprendre, tu sais, puis qu'il va être aidé. Alors lui, il n'est jamais revenu dans le genre, mais si ça est revenu, ben je vais l'imaginer, c'est dans cette dimension-là que sa psychose a pris de la place parce que ça n'a pas été traité de la même manière que son côté social, son côté médical, où ils ont eu du bons intervenants qui s'occupaient de ça. Puis il existe une peur, puis des fois, une partie est fondée, où il y a quelqu'un qui n'a pas de notion en psychiatrie, un intervenant en soins spirituels, ben en fait, l'alter prêtre, oui, des fois pouvait exacerber la situation. Alors, je pense que ça prend... Moi, j'avais la chance d'avoir les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que mon chef de service m'avait engagé, à cause de mon expérience en psychiatrie. Mais à l'unité, il fallait que... Pour eux autres, il fallait que je fasse ma place, il fallait que je me prouve.
Puis ça c'est en étant, tu sais. OK. Ben oui. Puis même, tu vois, dans ma dernière année, le CIM de l'hôpital, on demandait si je pouvais rencontrer quelques personnes dans la communauté qui avaient une composante comme ça. Puis j'étais content. Moi, je venais du communautaire, puis je retournais dans le communautaire. Là. Je comprends bien, des fois, la détresse d'une personne, c'est par rapport à des éléments comme ceux-là. Oui. S'ils ne sont pas adressés, on peut peut-être intervenir sur d'autres plans, mais ça reste insuffisant. Ben oui, parce qu'il n'est pas équipé sur ce plan-là, cette dimension-là pour faire face. Alors, il n'y a pas les outils pour discerner entre qu'est-ce qui vient de son imagination puis qu'est-ce qui est réellement spirituel ou religieux. Okay. Tandis que si Monet sa maladie prenait une couleur dans le côté social, mais c'était travailler avec le psychologue, avec le médecin, avec le travail social, tout ça. Là. Mais si cette dimension-là n'est pas touchée, ben, ça fait du sens que ça va être, si tes symptômes reviennent, ça va être ce côté-là qui va tomber malade le plus vite. Okay. Il n'a pas grandi dans cet aspect-là. Il n'a pas appris les outils. D'ailleurs, il y avait un infirmier, une fois, qui me connaissait, puis il m'a demandé de venir aux soins intensifs de la psychiatrie. Puis la chef de service m'a dit, oh non, elle dit, il va empirer les choses. Elle dit, non, elle dit, je le connais. Puis ça n'a pas été long que la personne est sortie de la chambre avec moi, puis il ne voulait pas sortir. Mais je le connaissais, je l'avais déjà rencontré avant. Puis j'ai dit, est-ce que c'est encore ça là, qui te dérange? Il dit, oui. Okay. Ah, ben, j'ai dit, regarde, si tu te souviens, la dernière fois, on a fait un cheminement, puis on est arrivé à ça. Ah oui. Mais c'était pas écouté, c'était pas entendu, c'était vu comme si c'était juste de la folie. Oui. Puis là, quand on dit entendre, écouter, c'est faire en sorte que ce soit entendu. Oui, sans le juger, sans dire c'est un délire, c'est un. Tu sais, parce qu'on ne le fera pas dans d'autres dimensions. Souvent, on fait ça parce que nous autres mêmes, on n'est pas confortable avec ça. Alors, on se protège. Mais ça ne l'aide pas. Mais moi, ce que je comprends là, c'est que cette notion-là de confort qu'on met de l'avant et pas nécessairement des connaissances exégétiques là, pour pouvoir citer dans le texte tel ou tel livre de la Bible parce que. Hein? Non, mais moi, je connaissais ce que ça veut dire, puis je connaissais plus. Alors, c'était aidant, mais quelqu'un, s'il ne savait pas, il pourrait y demander à quelqu'un. Hein, comme. Moi, quand je travaillais comme intervenant, s'il y avait quelque chose que je ne savais pas, j'allais demander à quelqu'un qui savait. Alors, hein, c'est comme des fois, si je tombe sur une religion que je ne connais pas du tout, ben, j'allais voir des gens de cette religion. J'allais lire dessus, puis là, à un moment donné, quand je l'appliquais avec ça, j'allais demander, mais qu'est-ce que ça voudrait dire quelqu'un qui ferait ça? Ah, c'est parce que ça vient de telle affaire. Ah, OK, merci. Bon. Tu sais, on ne peut pas tout savoir, mais on va chercher. On le fait dans les autres dimensions, mais pourquoi on néglige cette dimension-là? Pourquoi? Ben oui, mais moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas réglé ça avec eux-mêmes. Ils ont fait la même chose dans leur propre vie, ils ont balayé ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais j'aimerais ça m'asseoir avec lui, puis en discuter, puis voir. Mais je n'entre jamais dans les arguments. Tu sais, comme, moi, exemple, je suis à Sainte-Justine depuis 2011. Je pense que ça arrivé juste 2 fois. Une fois, c'est avec une personne musulmane, une fois, c'est avec une personne âgée, où il partait pour aller dans une discussion de. J'ai dit. Byzantine, on pourrait dire. En tout cas, j'ai dit, regarde, moi, je trouve que c'est pas aidant. J'ai dit, je suis pas ici pour ça. J'ai dit, tu sais déjà que je respecte où est-ce que t'es. J'ai dit, moi, je ne vais pas passer du temps dans une discussion que pour moi est inutile et qui n'est pas appropriée ici. Puis, une fois, la personne voulait qu'on arrête. Puis, j'ai dit, quand il me dit, est-ce que je peux prier pour ton enfant? Il a dit oui. Alors, tu sais, j'ai eu ma belle porte de sortie en gardant un lien spirituel. L'autre, il a allé de côté ses arguments, il a compris, puis on est allé dans ce qui était aidant et utile. Puis il a compris par la suite que c'était une fuite pour ne pas adresser ce qu'il avait adressé. Tandis que sa conjointe le vivait toute. Alors, tu sais, si ça fait partie de la composante de la personne, on ne peut pas le négliger. Puis si on n'est pas confortable avec, bien, on trouve quelqu'un qui est confortable avec. Puis je pense que c'est pour ça que ça existe, les intervenants en soins spirituels. Mais, tu sais, j'ai eu la misère à trouver quelqu'un quand je suis parti, mais qui avait des notions en santé mentale. Puis, alors, j'avais déjà pensé une fois à devenir superviseur pour l'AIS, pour former quelqu'un du côté-là. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait un qui était Robert Giffard. Alors, je disais, moi, je ne suis pas obligé de le faire. Moi, si je peux me sortir
Moi, j'aime tellement la clinique. Mais je l'aurais faite si elle n'avait pas. Ouais, c'est ça. On voit que ça peut aider d'autres membres de l'entourage à mieux se comprendre entre eux à travers cette ouverture-là. Oui, comme quand je parlais du premier colloque qu'on avait fait, la Fondation ABAC, les gens étaient tout surpris qu'ils n'étaient pas tout seuls à être professionnels en psychiatrie dans un hôpital, puis avoir une dimension spirituelle ou religieuse active, mais ils gardaient ça pour eux-mêmes. Mais ils disaient tous que c'est là où ils se nourrissaient. Ah oui. C'est comme des fois, il y a des gens qui demandent, mais comment tu fais pour faire ton travail? On va leur dire, parce que tu travailles beaucoup dans la mortalité. Ben, j'ai dit, je me nourris spirituellement. J'ai dit, je ne suis pas là pour ma spiritualité, mais je me nourris là. Puis je pense que quand on est bien dans sa spiritualité et ou sa religion, on n'est pas menacé par les autres, on est enrichi par les autres. Puis les gens le sentent que tu es bien. Puis on reste dans la relation, dans ce qu'on a en commun, qui est encore bien plus grande que les petites différences, qui est toute notre humanité. Ça vient beaucoup, ça, dans votre livre, là, oui, mise en commun. Ben oui, même l'intervieweur, il a essayé de partir de moyen d'essayer de me... Puis à la fin, il pense qu'il a vu pourquoi, tu sais. Non. D'ailleurs, c'est votre filleul. Oui. Oui, c'est mon filleul. Sous forme d'entrevue. Ben oui. Ben, c'est parce que c'est pas moi qui avais décidé d'écrire un livre. J'ai été approché par une maison d'édition parce que quelqu'un avait donné mon nom, parce qu'il voulait faire un travail sur les soins spirituels dans le contexte aujourd'hui de multiculturalisme et de religion. Puis là, au début, j'ai cherché de toutes les manières de m'en sortir. Puis j'avais pas de bonne raison pour dire non. J'ai dit, bon, ça peut être une belle occasion de partager des choses. Puis quand j'ai rencontré la personne, elle a vu que j'étais plus fort en parler qu'en écrit. J'ai montré. Puis elle m'a suggéré un livre entrevue. Alors j'ai pensé à mon neveu, qui, il y a X années, que je voyais peut-être juste une fois par année, tu sais. Puis il était dans une quête spirituelle, une recherche dans sa vie, tu sais, il n'est pas croyant. Puis il a déjà dit, c'est pas connu ce que tu fais par le grand public. Dans le temps, il m'avait dit ça. Là, j'ai dit, hey, Nicolas, j'ai dit, aimerais-tu faire des entrevues puis écrire un livre ensemble avec moi? Il a dit oui. Alors, c'était vraiment le fun. Plusieurs entrevues, plusieurs rencontres. Oui, on a eu 3 entrevues, vraiment nourries. Après ça, il a tout mis ça. Puis lui, il a mis une condition que j'ai acceptée, que je trouvais très bonne. Pas de censure. OK. Parfait. Alors après ça, on a travaillé longuement ensemble des choses pour que ça soit utile. Pas de censure dans quel sens? De répondre aux questions comme ça vient, pas passer au politically correct au début ou aux confidentialités au début. On a le temps après ça pour repasser les choses, comme les noms, je les ai tous changés, exemple, puis les affaires. Oui. Ou des fois, ça peut te constiper être politically correct. Peut-être ça peut t'empêcher de dire des choses qui après vont faire leur chemin pour vraiment donner quelque chose de plus important et plus grand que si ça a passé par la voie étroite. C'est comme des fois, on grossit les choses. Des fois, on se cache derrière l'exemple de la confidentialité. Je pense que c'est important la confidentialité, mais quand j'étais au directeur d'une ressource, on suivait au moins 200 personnes dans la communauté, puis on a toujours partagé l'information qu'on croyait qui était importante pour aider. On n'a jamais eu de problème de reproches ou de choses comme ça. Mais souvent, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de l'amour. Puis aussi le deuxième mot qu'on disait, discerner. Il faut discerner. Un peu comme, exemple, même un père aidant ou une personne qui a une maladie mentale, puis qui travaille, il faut qu'il discerne entre quand c'est le temps de divulguer des choses, puis quand c'est pas le temps de divulguer des choses. Ça demande un processus de discernement. Il faut toujours discerner. Hein? C'est un processus continu. Toujours accueillir, toujours discerner. Puis bon, si c'est clair avec la lumière de la raison, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est bien. Mais si c'est pas clair, au moins, le cœur va donner une lumière. Donc, on se fait un peu à son intuition dans ce temps-là? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'intuition. Mais ça passe par une démarche de discernement avant aussi. Okay. Je pense que c'est un atout. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce plan-là pour préparer les gens à bien reconnaître les situations? Est-ce que c'est disons, je ne suis pas exemple, des fois,
une infirmière pourrait porter des jugements par rapport à une maman là, qui persévère dans les soins avec son enfant. Puis que ça peut créer une distance, puis même des fois, si tu en parles avec d'autres, ça pourrait même stigmatiser une personne. Alors, des fois, je vais voir la personne, puis je dis qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Là, j'ai dit, as-tu vécu quelque chose de semblable? Oui. Puis j'ai dit, toi, tu as pris l'autre décision, hein? Oui. Puis j'ai dit, ça remet en question ta décision, hein? Oui. Tu sais, c'est d'être attentif à qu'est-ce qui se vit. Tu sais, d'être attentif à qu'est-ce qui se vit hey, est-ce que c'est mes préjugés là, que je suis en train de voir, là? Tu sais, d'être conscient, toi, la personne à qui, et d'autres soignants. Tu sais, c'est subtil des fois, là, qu'est-ce qui vient jouer. On va encore quand même d'être présent dans le présent. Oui. Mais là, ça évoque peut-être d'anciens souvenirs, départager tout ça. Il faut passer vite. D'où la pleine conscience est importante parce que si la pleine conscience, idéalement, c'est pour arriver à être capable de correspondre créativement au moment présent à toute situation. Mais ça, on ne l'atteint jamais parfaitement, mais toute notre vie, on le pratique, puis on devient plus habile. Hein? Tantôt, je donne un exemple où avant, je ne peux pas manger 24 heures avant de faire quelque chose comme aujourd'hui ou donner un cours ou quelque chose. Puis là, j'ai mangé juste avant de venir. Puis, alors, il faut être attentif. Ça nous apprend à être attentif à nous autres, hein, au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, comment ça s'impercute dans notre corps, mais être attentif aussi dans l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, tu sais. Puis aussi, être conscient dans quel environnement que ça se passe, puis qu'est-ce que ça va donner comme effet si tu dis telle chose ou tu dis pas telle chose. Alors, tu peux conseiller la personne aussi à faire attention, d'être plus attentif à vérifier la réalité avant d'aller dire quelque chose. D'ailleurs, il y a une parole de Mère Teresa que je trouve tellement belle. Elle dit, lorsque tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Alors, hein, si tu te pognes, Mani, en train de faire quelque chose, essaie de les aimer à l'intérieur. Ça va te faire du bien d'abord. Puis, c'est étonnant la transformation que ça peut créer aussi. Hein, on a tous besoin d'être aimés. Hein, puis, quand nous autres, alors, l'autre n'est pas différent de nous. C'est ça. Fais attention, c'est ça. Être attentif à soi. Attentif à l'autre, attentif à soi puis l'autre dans l'environnement immédiat. Puis aussi. Un contexte culturel, religieux. Oui, mais en sachant qu'on a bien plus en commun que de différences. Parce que, aussitôt qu'on n'est pas à l'aise, des fois, on va attribuer ça sur la différence. Hein? C'est un schizophrène. Tu sais, une fois, en neurochirurgie, le résident, il présente un cas, puis c'était quelqu'un qui était là pour une opération de neurochirurgie qui n'a rien à voir avec sa maladie mentale. Le premier mot qu'il dit, c'est un schizophrène. Après la réunion, je suis allé voir, puis j'ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que ça avait de rapport avec le cas? Il dit, c'est des formations professionnelles, là, parce qu'on parle de tout. Oui, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, tu stigmatises. Les gens, ils ne voient plus quelqu'un comme les autres patients en neurochirurgie, mais un schizophrène. C'est le premier mot que tu as dit, c'est un schizophrène. Là, ils vont interpréter tout ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas sous ces lunettes-là. Là, il ne prend pas ses médicaments. C'est parce que d'ailleurs, une fois, c'est arrivé, là, une personne qui était là pour le diabète, quelque part, puis il a refusé tout d'un coup de prendre ses médicaments. Alors là, il était prêt pour aller chercher un ordre de cours. Là, pour le dire. Puis à un moment donné, puis que moi, j'avais plus le droit de le voir, parce qu'au début, je le voyais, parce que les gens disaient qu'il y avait un délire. Puis là, à un moment donné, j'étais furieux. Là. Puis après ça, là, quand je me suis calmé, je suis allé rencontrer, puis j'ai dit, pourquoi tu as été prendre tes médicaments? Il dit, c'est parce que ça fait tant de temps que je suis ici. Puis là, si je les prends, je vais perdre ma sécurité du revenu.
j'ai dit, si le travailleur social vient te rencontrer, puis il dit que tu ne perdras pas ta sécurité sociale si tu suis ton traitement. Pas-tu peur? Ben oui. C'était tout. Mais ça aurait pu aller en cours. Parce qu'on ne vérifie pas la réalité. Puis alors qu'il suffit de demander. Ben oui. Ben oui. Mais tout de suite, lui, il avait été étiqueté. Puis moi, c'était son frère qui m'avait demandé de le voir. Parce que c'est un gars qui était retiré. Il ne se mêlait pas tellement avec les autres, puis il disait la Bible tout le temps. Mais inoffensif. Fin. Alors, mais là, on a interprété parce qu'il ne prenait pas ses médicaments, c'est à cause de sa maladie. Peut-être une côté de la maladie a peut-être il a fait prendre la conclusion vite qu'il perdrait sa sécurité du revenu, mais il s'agissait juste de le vérifier, puis c'était fini. Il a suivi son traitement jusqu'à la fin. Puis c'est des professionnels. Alors, tu vois, il n'y a personne qui est à l'abri de faire des bêtises. Moi, le premier, j'en fais. Puis j'aime ça si on met le monde, parce qu'on des fois, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Oui, puis c'est quelque chose qui n'est pas clair, ben, on le demande. On peut peut-être rassurer nos apprentis pères aidants là-dessus, qui ont peut-être la crainte, hein, c'est un nouveau métier, un environnement, c'est pas simple, ils vont peut-être avoir peur de faire une gaffe. Ben moi, ce qui m'a aidé là, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, très vite, j'ai compris comment, d'une certaine façon, autant le parent que le psychiatre a une certaine impuissance par rapport à la grandeur de la maladie mentale, puis du côté, tu sais, qui dépasse les connaissances, puis tout ça, là. Une fois que tu comprends ça, là, ben, tu sais, t'as plus confiance. Puis après ça, tu apprends plus. Si tu vas parler avec le psychiatre pour avoir des précisions, tu apprends même plus de lui. Puis lui, il va être bien plus porté aussi à t'écouter. Tu sais, mais des fois, il y a des choses bien simples. Comme une fois, à un moment donné, il y avait une personne, là, j'ai vu qu'elle était rendue à 40 mg de kémadrin. C'est beaucoup, ça? Ah, c'est incroyable. D'habitude, c'est 5, 10, 15. J'ai dit, mais 40, j'ai dit. Puis, à un moment donné, je sais pas quoi, c'est bien. Il y a encore des tremblements, tu sais, puis ben, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit, pour moi, ça se peut pas. Alors, je fais une visite surprise chez lui. Puis, à un moment donné, je vois, là, plein de bouteilles de kémadrin. Il ne prenait pas. J'ai dit, pourquoi tu ne prends pas tes kémadrin? Ben, il dit, quelqu'un m'a dit que c'était du poison. Puis il dit, le psychiatre, c'est lui qui prescrit le poison. Alors, je ne peux pas lui dire que je ne les prends pas. Alors, il ne prenait pas. Puis là, il flashait dans la toilette. Puis, à un moment donné, là, j'ai pris le temps de s'asseoir et de dire, c'est pas du poison. D'abord, la personne qui lui avait dit, c'est quelqu'un qui avait une maladie aussi, puis qui était schizoparanoïde. J'ai dit, puis il l'a transposé, puis j'ai expliqué que ben non, c'est pas exactement pour ça, puis Finalement, il avait besoin de 10, puis après ça, 5 mg pour contrôler ses... Donc, c'était d'aller vérifier encore une fois. D'aller vérifier la réalité. Ah, qu'est-ce qui arrive? Des fois, là, les gens ils disent, ah, ben, regarde, alors, telle famille, t'as raison. J'ai dit, est-ce que tu l'as vérifié? Ben oui, mais quelqu'un me l'a dit. Oui, mais est-ce que tu l'as vérifié? Ben non. J'ai dit, peut-être que tu vas transmettre quelque chose que tu n'as pas vérifié. Tu sais, j'ai dit, là, ça, c'est le chemin de stigmatiser une famille. Puis s'il y a des gens qui sont sensibles à la stigmatisation, puis à l'ignorance, puis aux préjugés, c'est bien épéré, là. Parce qu'avant le chemin du rétablissement, là, ils ont souffert de ça. Puis c'est pour ça que j'ai accepté quand tu me demandais si je voulais participer. Ben moi, je crois beaucoup à cet atout-là de l'expérience d'avoir une maladie, d'avoir eu une maladie, d'avoir une maladie ou même encore de l'avoir. Parce que tu ne guéris pas nécessairement, mais tu apprends à vivre avec tes forces et tes faiblesses. Mais c'est pas tout un apprentissage que tu fais ça. Puis ça, ben, tu es bien équipé pour aider d'autres à faire ce chemin-là. D'abord, ils voient que tu l'as fait le chemin. Donc, il y a une confiance déjà. Hein? Puis moi, j'ai été fier de mon chapeau d'avoir vécu une dépression majeure puis d'avoir rétabli. Ça a été vraiment situationnel, mais
ça aurait pu devenir autre. Hein? J'ai connu des gens qui ont une dépression majeure, puis ils en ont une deuxième, puis après ça, ben, c'est des médicaments souvent pour la vie. Mais à un moment donné, je me souviens d'un jour d'avoir été dans un bistrot avec mon épouse puis un ami. Puis là, j'étais tourmenté par les idées. Là, puis je les entendais même plus parler, j'entendais un bourdonnement. Puis à un moment donné, j'ai eu la conscience que j'étais là, vraiment sur une clôture. Puis il y avait comme une invitation là, séduisante de venir. Viens, tu souffriras plus. Puis là, j'ai fait non. Mais c'était comme si j'ai une fraction de seconde pour ne pas plonger dans la folie. Si j'avais dit oui, là, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est. Tantôt, j'avais parlé que j'avais une entrevue d'une personne qui souffrait de troubles schizoaffectifs qui avait fait une démarche pour retourner sur le marché du travail puis qui voulait faire un stage chez nous gratuit avant d'être embauché. Puis durant l'entrevue, je ne me souviens plus exactement c'était quoi, mais j'ai dit quelque chose, un médicament, c'est ça. Mais c'était ça. Puis, une fois qu'elle était engagée, après 3 mois, elle est tombée malade. Pour quelques mois. Quand elle est revenue, j'allais la voir, j'ai dit, tu sais, avant que tu sois complètement malade, j'ai dit, tu avais des symptômes. J'ai dit, si ça revient, viens me voir, je lâche tout. Elle n'a jamais été hospitalisée depuis. Dans le travail. D'ailleurs, elle désire devenir père aidant. Elle est bienvenue. Oui, mais j'aimais ça quand elle venait, quand on avait nos réunions hebdomadaires, je voulais toujours qu'elle soit là. Parce qu'elle amenait quelque chose que les intervenants n'avaient pas. Puis c'était toujours right on, qu'est-ce qu'elle disait. D'ailleurs, j'ai gardé, je pense, des textes à quelque part d'elle. Non. On pourrait penser à soins spirituels d'un côté peut-être un peu ésotérique, mais on revient à quelque chose de très terre-à-terre, vérifié. Oui. Puis tout nous sert dans la vie comme expérience. À condition de ne pas avoir d'agenda, d'être là. Savoir pourquoi on est là, puis être. Oui. Souvent, là, dans les consultations éthiques, la plupart du temps, ça revient à un problème de communication. Ouais. Soit que des choses fausses ont été communiquées, ou qu'il n'y a pas eu de communication, ou que les gens ne s'entendent pas. Ouais. Alors, c'est quoi l'éthique? Qu'est-ce que l'éthique et la spiritualité ont en commun? C'est que c'est deux champs qui ne sont pas juste spéculatifs, mais qui sont pratiques. Vous, l'approche, c'est un petit peu moins tangible, c'est plus un à un, c'est dans la qualité de la relation. Fait que des fois, on ne va pas transposer ça en notes ou en notes évolutives ou en concrètement, qu'est-ce que ça a donné en termes de quantitatif ou qualitatif, qu'est-ce que ça a donné l'intervention. Mais c'est ça que je me questionne, moi, comment on peut mesurer à ce moment-là l'impact d'une visite de soit un intervenant ou d'un père aidant, parce que c'est tellement plus dans l'échange plutôt que dans... si c'est un psychiatre, par exemple, on va pouvoir dire « Ah, il a prescrit telle chose et il y a eu tel résultat », mais dans une interaction plus pas informelle. D'abord, ils vont voir les faits. Alors là, ils savent que quelque chose s'est passé. Ouais. L'infirmière qui a demandé de faire du PPR, c'est parce qu'elle a vu les faits, puis elle aussi, elle a écrit des notes, tout ça. Alors, oui, mais puis même les médicaments, est-ce qu'on sait exactement ce qui est en train de se passer biologiquement? Puis, tout en dedans, là, on n'a pas de notion. On sait que ça marche. C'est pour ça qu'on le prescrit. Ouais. Bon, mais si on voit l'effet d'une rencontre, là, mais c'est quand même important que ça soit que les notes ou des... Oui, mais on écrit des notes. Mais pas dans tous les cas, vous disiez. Mais... Oui, mais non, mais pas mais quand j'étais à Notre-Dame, toute intervention, on notait. Okay. Là-bas, il disait, s'il n'y a pas de note, il n'y a pas eu d'intervention. C'était comme ça qu'il était mesuré. Alors, mais tu vois, les choses changent d'une place ou l'autre. Tu sais. Ouais. Mais alors, si je n'en écris pas, moi, je m'en écris pour moi. Ouais. Pour être capable de... Mais c'est pas des romans, tu sais, c'est des choses... Tu
sais, comme l'histoire de Andrew, là, je l'appelais Andrew, la livre, je l'appelle autrement. On peut résumer ça en un paragraphe. Ouais. Pas besoin d'aller dans le. Mais quand on est dans la relation, on y va avec la personne. Oui. Ça, c'est Puis ça va être différent avec une personne puis une autre personne parce que la personne est différente. Ouais. Et c'est moins directif, c'est plus la personne qui lead un peu la conversation. Ben, je pense que la meilleure pratique pour faire ça, c'est les jeux de rôle. Là, Ouais. Parce que là, vous le verriez, vous serez deux pères aidants en train de faire un jeu. Ben oui. Puis, à un moment donné, quand on fait vraiment bien un jeu de rôle, là, on croit qu'on est vraiment dans la réalité. Ouais. Oui, mais ta question est pertinente, mais des fois, il y a des choses qui se font mieux qu'ils se disent. Ouais. Mais on peut le résumer, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on croit qui s'est passé là-dedans. Puis d'autres personnes peuvent observer parce qu'on est rarement les seuls soignants avec une personne. Puis, à un moment donné, si les personnes voient une différence après que la personne a été avec toi, ben, ils vont chercher une manière de décrire, ou s'ils ne sont pas capables, ils vont te demander mais qu'est-ce que tu as fait ou comment tu as été. Alors, tu sais, c'est sans agenda. Si on suit une recette, on ne sera même plus vrai. Oui, c'est ça. Il faut balancer. Tu sais, c'est comment. Puis comment la spiritualité en parle. Je me souviens, aujourd'hui, la méditation, moi, j'ai amené ça à sa forme la plus simple. C'est, au lieu de ma respiration, je me laisse aimer et j'aime. Ça peut s'adapter à n'importe qui, peu importe la religion, la philosophie, tout ça, là, c'est juste les mots qui changent. Mais la profonde réalité humaine, elle est toute la même. Mais au début, à un moment donné, exemple, tantôt j'ai parlé des jésuites, puis quand je parlais des autres, la forme de prière ignatienne, c'est tu prépares ce que tu dois faire avant d'entrer en méditation, en contemplation. Puis, mais il dit, si tu es touché, tu oublies tout ce que tu as préparé, puis tu restes là. Mais c'est la même chose. Je pense qu'on se prépare pour quelque chose, si on a un cours à donner ou une entrevue. Mais une fois préparé, là, il faut que ça corresponde à la réalité. Si tu es trop attaché à ce que tu as préparé, tu peux complètement passer à côté. Tu souffles un peu. Je me souviens quand j'étais à mon entrevue au CHUM, à un moment donné, la personne des ressources humaines, par 3 fois indirectement, elle voulait savoir ça serait quoi mon attitude avec mon chef de service parce que j'avais été directeur puis cadre pendant 20 ans. À la 3e fois, je lui ai regardé, j'ai dit, écoute, là, si tu es en train de me demander si sa job m'intéresse, la réponse c'est non. Parce que mon chef de service était là, il était là. Si tu me demandes si mon expérience peut être aidante, j'ai dit la réponse c'est oui. Et il m'a pu poser des questions. Puis à la fin, il me dit, qu'est-ce que tu aurais à apporter de différent du psychologue puis du travail social? J'ai dit, moi, je pense que je serais là essentiellement pour aimer les patients. J'étais engagé. Si ça m'empêchait d'être engagé, je n'aurais pas voulu être engagé dans une classe qui n'aurait pas été capable d'accueillir une réalité comme ça. Mais ils l'ont entendu. Puis quand j'ai été engagé à Sainte-Justine, c'est encore la personne des ressources humaines, Manny, qui avait été impressionné par le jeu de rôle qu'un chef de service de soins spirituels d'une hôpital avait été invité à faire pour l'entrevue. Juste la façon que j'avais répondu au cas qui amenait. Mais ça, c'est la même chose. C'est prendre le jeu de rôle comme si c'était la réalité. D'être tout là à ce qui se passe. Oui. Puis des fois, c'est dans l'action, des fois, c'est dans la parole, des fois, très souvent, c'est dans l'écoute. Toujours dans l'accueil. Puis après ça, on réfléchit. Après une rencontre, on peut réfléchir seul, on peut réfléchir avec un collègue. Puis des fois, qu'un collègue, on voit un aspect qu'on ne voyait pas. Tu sais? Parce que là, tu as un feedback sur ta façon d'intervenir.
Mais je pense qu'il faut être vrai, il faut être authentique. Nous-mêmes, c'est ça qu'on veut que les gens soient avec nous. Tu vas découvrir aussi que les grosses institutions, là, nous autres, on a changé de chef de service 3 fois. Les 3 fois avaient des façons différentes de faire des affaires. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est que ça ne soit pas touché par ton essentiel. Que tu es capable d'en même temps répondre à des choses. Mais sans compromettre l'essentiel qui fait que tu es ce que tu es. Et que tu as été engagé pour emporter aux gens. Il faut savoir aussi qu'on nous a engagés parce qu'on a quelque chose à donner. Puis après ça, ben, là, tu discernes, hein, c'est là où la formation rentre en ligne de compte. Tu sais. Oui, puis il y a des exigences de chaque endroit, puis il faut les respecter. Tu sais, puis, bon, mais il ne faut pas se rendre malade non plus. Moi, j'ai connu des intervenants qui sont rendus malades à essayer de... On n'est plus en temps avec les clients. Alors, tu sais, mais ça, comment est-ce que les gens le savent? C'est en parlant, tu sais. Puis en voyant, puis en trouvant des trucs, puis en échangeant nos trucs avec nos pairs. Très important. Tu ne veux pas te rendre malade non plus. Tu ne veux pas que ton travail te rende malade. Alors, tu connais les règles du jeu, puis si tu veux jouer avec, tu es capable de jouer avec ou pas jouer avec. Puis, si tu décides de jouer avec parce que ça t'intéresse puis tu y crois, bien, tu trouves les moyens. Puis moi, en soins spirituels, tout partout, je vais dire à mes collègues, mes pairs, que bien, si tu n'as pas une spiritualité, tu n'es pas capable de faire le travail. Mais comme intervenant en père aidant, si tu n'as pas les outils qui sont toujours vivants, qui t'ont permis de te rétablir, faut que tu te sentes constamment s'ils sont en train de t'aider, ou bien là, ça ne t'aide plus.